Hors série, les dossiers BFM Business. Territoires Éco, le MAG, présenté par Stéphane Pedrazzi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce hors-série consacré aux enjeux de la transition écologique pour les acteurs économiques et en particulier pour les entreprises. Urgence climatique, pression des consommateurs, pression aussi des investisseurs. Comment est-ce que les chefs d'entreprise préparent cette transition et comment est-ce qu'ils sont accompagnés sur le plan financier? On va en parler avec nos trois invités en plateau. Adrienne Aurel-Pagès, directrice de l'engagement citoyen à la Banque Postale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes. Bonjour, merci également d'être avec nous. Et Julien Blanchard, président d'Hoffmann Green. Vous fabriquez du ciment décarboné. Vous nous expliquerez tout ça dans quelques instants. D'abord, un état des lieux sur la transition environnementale. Jean-Hervé Lorenzi, on a l'impression que cet enjeu est de plus en plus pressant pour les entreprises. Selon vous, quels ont été les catalyseurs, les accélérateurs de cette tendance ? Je crois que c'est un mouvement de société. C'est-à-dire que les entreprises, par nature, proposent des biens et services. Et la pression sociétale sur la qualité décarbonée aujourd'hui ou demain des biens et services devient majeure. Donc je crois que les entreprises, ou l'immense majorité des entreprises, est désormais soucieuse de tout simplement une condition sine qua non, comment arriver à faire que nos clients nous perçoivent comme étant vertueux dans ce domaine. Est-ce que le dernier rapport du GIEC qui a été publié l'été dernier, la récente COP26, ont été selon vous des piqûres de rappel pour les chefs d'entreprise notamment ? Non, je crois que le rapport du GIEC, comme vous pouvez l'imaginer, n'est quand même pas distribué dans toutes les classes de France. Donc, on en a beaucoup parlé dans les médias. Certes. On a beaucoup parlé surtout de la COP26. Alors COP26, de mon point de vue, c'est plutôt un mi-succès en réel. Ce sont des pas, je ne crois pas aux transformations. Et c'est évidemment un échec médiatique, puisque vous autres, vous êtes le mieux placés au monde pour le savoir. S'il n'y a pas un résultat clair, net et précis, ce qui avait été le cas de la COP21, et comme il n'y en a pas eu, à part l'idée qu'il fallait maintenant être attentif à la production de charbon et l'utilisation de charbon, mais rien de véritablement bien précis, c'est clair que c'est perçu comme un échec. Il suffisait de voir d'ailleurs le patron de la COP26 avec beaucoup de compassion pour lui, mais il pleurait au moment du résultat. C'est peut-être aussi une façon de remettre un peu de pression supplémentaire sur tous les acteurs, notamment les chefs d'entreprise. Adrienne Aurel-Pagès, est-ce qu'il n'y a pas aussi une pression de plus en plus forte de la part des investisseurs qui souhaitent évidemment donner du sens à leurs investissements et qui s'intéressent de plus en plus aux critères extra-financiers? Oui, absolument. Un récent sondage IFOP nous montrait que 61% des Français pensent que ce sont les entreprises qui doivent être moteurs dans la transition environnementale et sociale qui nous attend, devant les États et devant les citoyens. Et effectivement, les résultats mitigés de la COP26 leur donnent raison. Donc, c'est vraiment une attente très forte, nous, de la part de nos clients, qui d'ailleurs est relayée par le reste de la société civile, comme les ONG ou les régulateurs. Et puis il y a une pression, je dirais, double sur les banques, puisque en tant que banque, on a un double rôle, à la fois de se transformer en tant qu'entreprise, et donc en particulier de réduire nos émissions de gaz à effet de serre sur notre périmètre à nous, mais notre impact, il est 1000 fois plus important sur le financement des entreprises que l'on accompagne et sur les émissions de gaz à effet de serre des entreprises que l'on accompagne. C'est là notre double impact dans la transformation de notre société. Jean-Hervé, à votre avis, est-ce que les entreprises, elles ont conscience vraiment de ces enjeux ? Très difficile de répondre à cette question, parce que, comme vous le savez, une entreprise, c'est des milliers de personnes. Est-ce que les dirigeants en ont conscience? Oui, tout simplement parce qu'ils sont poussés par, j'allais dire, les conditions de perception de leur comportement et de la valeur de leurs produits. Est-ce que les êtres humains sont devenus plus vertueux depuis 10 ans? Je ne le crois pas. Je crois que les êtres humains, que ce soit des dirigeants ou les non-dirigeants, sont en réalité soit quelques-uns d'entre eux poussés par des innovations, ce goût de l'aventure, de l'innovation, mais l'immense majorité poussée par, j'allais dire, des exigences qui sont les exigences de la société. Et la société est très solide sur ce domaine-là. Comme vous venez de le dire,
il y a quand même une pression maintenant à laquelle il est très difficile d'échapper. Entre nous, il n'existe pas une seule journée sans laquelle on a le sentiment, en tout cas les médias le relaient, cette impression que le changement climatique se fait de manière très brutale, très violente, les orages, les trucs. Et ceci, c'est quelque chose contre lequel c'est impossible de lutter. Les médias, c'est pas vous que je vais le dire, sont les rois de la Terre dans tous ces domaines-là. Petite parenthèse, mais les chefs d'entreprise, lorsqu'ils parlent de critères ESG, c'est-à-dire environnement, critères sociaux et de gouvernance, ils parlent souvent du E, de l'environnement, et assez peu des deux autres. Parce que, exactement pour la raison que j'indiquais, l'environnement, c'est maintenant perçu comme une sorte d'exigence absolue, et notamment par les jeunes générations. Très franchement, le social, c'est encore en deuxième ligne, et la gouvernance en troisième ligne. C'est-à-dire que on commence à avoir un débat en France sur les salaires. On s'aperçoit qu'on a des salaires qui sont assez faibles. Et quant à la gouvernance, de temps en temps, on se tourne vers l'autre côté du Rhin en se disant c'est formidable, les directoires de beaucoup d'entreprises allemandes sont, d'ailleurs, des majeures entreprises allemandes sont en réalité ouvertes aux représentants du personnel. On a parfois tort de décorréler le E et le S, les deux sont liés. La transition écologique a des impacts sociaux, on en parlera avec vous, Adrienne. Dans un instant, j'aimerais auparavant qu'on donne la parole à Julien Blanchard, président d'Hoffmann Green Cement, entreprise basée en Vendée, spécialisée dans la fabrication de ciment décarboné. Est-ce que les PME et les ETI sont suffisamment accompagnées aujourd'hui en matière de transition ? Alors oui, je vous dirais, elles sont accompagnées par l'État français à l'heure actuelle. Elles sont accompagnées par certains partenaires bancaires. Pas assez à mon goût et à notre goût, je dirais, en discutant régulièrement aussi avec d'autres chefs d'entreprise qui contribuent également à cette transition écologique à travers leurs projets industriels. Il y a des sociétés qui s'organisent aujourd'hui, il y a des partenaires bancaires aussi qui s'organisent avec des offres vertes, et il faut que l'activité de la société corresponde à ces offres vertes pour pouvoir avoir accès à ces nouveaux financements. Vous nous expliquerez dans quelques instants comment est-ce que vous avez eu vos financements. Adrienne, les entreprises ne sont pas suffisamment accompagnées. Vous, quel est votre rôle auprès des chefs d'entreprise ? Alors, nous, notre rôle de banquier, c'est de proposer des solutions d'investissement aux entreprises et des solutions de financement. Donc, quand on accompagne nos clients dans la transition énergétique, on leur propose des solutions de financement qui leur permettent d'avoir un impact positif sur l'environnement. En particulier, le système des prêts verts, qui sont des prêts qui financent des projets, par exemple, de mobilité douce ou de rénovation énergétique. Et ces prêts, d'ailleurs, sont ensuite refinancés dans ce qu'on appelle des green bonds, des obligations vertes, qui ensuite sont vendues à des investisseurs. Mais on peut aussi leur proposer d'autres types de solutions. Par exemple, on a un partenariat avec Carbo, qui est une start-up qui calcule l'empreinte carbone et qui fait les bilans carbone des PME et des ETI, qui sont souvent démunis face à cette exigence qui va devenir réglementaire. Oui, effectivement, c'est bien de pouvoir dresser un bilan, un état des lieux avant de commencer une démarche. Qu'est-ce que vos clients vous disent dans leur transformation énergétique, de leur expérience ? Ils ont du mal à trouver des partenaires financiers ? Oui, c'est vrai que nous, on est un acteur financier avec une offre particulièrement développée sur ces enjeux-là, et en particulier aussi ancrée dans les territoires. Ça, c'est un avantage, le fait d'être localement proche de vos clients ? Alors, c'est un vrai avantage. Pour quelle raison ? C'est clairement dans l'ADN de la Banque Postale. La Banque Postale, c'est une filiale de la Poste, donc on s'appuie sur le réseau de la Poste, qui a 17 000 points de contact, et qui a une mission, d'ailleurs, d'aménagement du territoire, inscrite dans la loi. 95% des Français doivent être à moins de 5 km d'un bureau de poste. Donc c'est extrêmement important pour nous, parce que ça nous permet d'accéder directement à nos clients sur les territoires et de les accompagner. La transition environnementale pour nous, c'est pas un dashboard qu'on pilote au siège, mais c'est bien un accompagnement dédié. Vous avez une double casquette pour accompagner les entreprises, puisque vous leur procurez du financement, mais vous avez aussi un rôle d'investisseur. Comment est-ce que ça fonctionne ? Comment est-ce que vous utilisez ces deux leviers ?
Oui, alors en tant que financeur, notre rôle, c'est donc aussi d'allouer notre capital en fonction des enjeux environnementaux. Donc notre métier de banquier, c'est de regarder les risques. Et le risque climatique est un risque extrêmement important qui d'ailleurs a un impact financier. Donc on va regarder le risque physique qui est lié à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi les risques de transition. Comment l'activité va évoluer suite à de nouvelles réglementations ou aussi des changements de consommation. Mais pour nous, financer des projets, c'est aussi financer un nouveau modèle économique avec un impact environnemental, social positif. Jean-Hervé, vous pensez que l'image des financiers a changé en matière de transition écologique, qu'aujourd'hui on les perçoit comme des acteurs, comme des leviers ? Bon, je ne sais pas. Là aussi, c'est toujours difficile de mettre tout le monde dans le même panier. Il ne vous a pas échappé que le terme d'ESG est quand même maintenant utilisé par tout le monde. Et par les financiers. Et évidemment par les financiers. On est bien placé à BFM Business. Ce qui ne veut pas dire que 90% des financements sont ESG. Alors, je ne sépare complètement la Banque Postale, c'est pas parce que vous êtes là, mais c'est vrai que c'est une banque très particulière dans la mesure où elle est en fait porteuse d'abord de ce qu'a été la Poste et de ce qui est, vous avez dit, les 17 000 points de contact. Elle est quand même porteuse d'une espèce de vision de l'aménagement du territoire et de la société française qui est forte. Je rassure tout le monde, je ne suis pas payé directement par la Banque Postale, donc je suis très libre. Mais de là à dire que l'ensemble des financiers, comme vous l'avez dit, sont là prêts à financer toutes les opérations, honnêtement, je ne crois pas que ni que les êtres humains sont devenus plus vertueux, ni que les financiers sont totalement vertueux. Je ne crois pas à ce genre de présentation. En revanche, il y a quand même un souci, et ils le seront de plus en plus, tout simplement parce qu'ils sont poussés par la régulation, l'exigence, etc. Les gens sont quand même très déterminés par les contraintes qu'on leur impose. Il n'y a pas uniquement de la vertu dans le monde. Sur cet aspect social de la Banque Postale, c'est dans votre ADN, j'ai envie de dire, et Jean-Hervé vient de le souligner, vous insistez sur le concept de transition juste. C'est-à-dire qu'on ne doit pas effectuer la transition au détriment du social. Expliquez-nous. Oui, exactement. Au détriment du social, mais même plutôt en essayant de maximiser les impacts sociaux. C'est-à-dire que cette transition environnementale qui est devant nous, elle doit être aussi porteuse de création d'emplois et de dynamisme des territoires. Nous, on va essayer de mesurer cette transition juste et on est en train de construire un indice d'impact global qui va nous permettre de mesurer l'impact environnemental, mais aussi social et territorial de nos décisions de financement et d'investissement. Du coup, on peut parler de démarches incitatives ? Oui, absolument. Alors, c'est un indicateur déjà mesuré. Ça nous permet de sensibiliser l'ensemble de nos collaborateurs, de nos décisionnaires à ces enjeux. Et puis, on va progressivement intégrer cet indice dans nos processus de décision et dans nos outils. En tant qu'actionnaire, en tant qu'investisseur, expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Ça veut dire quoi? Que vous abandonnez les secteurs qui ne sont pas forcément vertueux, ou est-ce que vous restez présent, vous investissez même dans des secteurs? Et on en parlera avec le cas Hoffmann Green. Vous restez présent, vous restez à leur côté, même s'ils n'ont pas une empreinte carbone proche de zéro. Alors, la casquette d'investisseur est un peu différente de celle de financeur qu'on a avec Hoffmann. Mais quand on est investisseur, on est invité à la table en tant qu'actionnaire. Donc, ça nous permet quand même d'avoir un dialogue assez franc avec le management. Et nous, en particulier, dans nos rôles d'investisseurs, on a vraiment cette exigence vis-à-vis des clients qu'on accompagne en leur demandant de s'inscrire dans la transition et d'avoir en particulier des plans de transition qui sont scientifiquement validés. On le met au cœur de notre engagement actionnarial. Donc ne pas rester au contact, proche de ces entreprises, ce serait finalement abandonner la partie sans avoir la possibilité de changer le cours des choses. C'est important d'être exigeant et donc de fixer des règles, mais pas dogmatique. Et aujourd'hui, notre économie, elle n'est pas décarbonée. On est tous dépendants encore, en particulier des énergies fossiles. Ce qu'on demande aux acteurs de ce secteur, c'est de s'inscrire dans une transition qui soit scientifiquement validée. Jean-Hervé ? Non, moi je suis très très bluffé. Je suis très frappé que vous ayez choisi l'idée du ciment décarboné, parce que dans l'esprit de tout le monde, pas compétent dans le domaine du ciment, c'est pas ce qui apparaît. C'est un matériau très polluant, oui. Et voilà.
Et alors, donc justement, je trouve ça formidable. De ciment décarboné, c'est une expression, un oxymore pour moi. Alors on vous a choisi pour 2 raisons, Julien Blanchard. D'abord parce qu'effectivement vous produisez du ciment décarboné, c'est une activité extrêmement polluante, je crois que c'est 7% des émissions mondiales de CO2 mondiales. Et puis l'autre raison pour laquelle on vous a demandé de venir, c'est que la Banque Postale vous a accompagné et on souhaiterait vous voir confronter votre expérience. D'abord, en quelques mots, votre démarche environnementale, c'était une urgence pour le ciment. Alors, c'était une urgence pour le ciment. Donc, Hoffmann Green Cement, nous produisons donc des nouveaux ciments avec une empreinte carbone divisée par 5, voire par 6 par rapport au ciment traditionnel. Comment on fait ? Alors, comment on fait ? Nous, on a un process de production à froid. Déjà, on ne cuit plus en fait le calcaire pour en faire du clinker, comme il se fait depuis 200 ans dans le domaine du ciment traditionnel. On a un process de production qui est à 100% à froid. On n'utilise plus de calcaire, plus de clinker, on utilise des déchets issus de l'industrie, des coproduits issus de l'industrie, donc des laitiers, des argiles, des gypses, des cendres volantes issues de la biomasse, en tant que matière première principale. Et on vient ensuite activer, avec des systèmes d'activation brevetés chez Hoffmann, ces coproduits pour en faire des nouveaux ciments. C'est comme ça en fait, qu'on arrive à diviser par 6 les émissions de CO2. Est-ce qu'il est aussi solide qu'un ciment classique ? Il est même plus solide qu'un ciment classique. On l'utilise maintenant depuis 2 ans sur un certain nombre de projets de construction avec les grandes majors de la construction française, voire européenne. Donc ça y est, nous sommes sur le marché depuis notre introduction en bourse qui a eu lieu fin 2019. Est-ce que vous arrivez à en produire suffisamment pour répondre à la demande ? Alors non. Tout le monde veut du ciment vert aujourd'hui. Bien sûr, c'est pour ça que nous construisons à l'heure actuelle en fait 2 nouvelles unités de production en France pour un investissement global d'environ 45 millions d'euros. Donc une seconde unité en Vendée et une 3e unité qui sera au nord de la région parisienne. Ça a été facile de trouver des financements ? C'était très compliqué. Ça a été extrêmement compliqué. Aucune banque traditionnelle n'a accepté de nous financer entre la création de la société en 2015 et pratiquement notre introduction en bourse en 2019. Aucune banque. On a été financé par des investisseurs privés, des industriels vendéens, comme le groupe Cugnot, le groupe Briand par exemple, qui nous ont aidés et accompagnés. Et on a la Banque Postale qui a accepté de nous financer là dernièrement à travers en fait un prêt vert, parce qu'on correspondait en fait aux critères de ces prêts verts. Donc on a obtenu en fait un prêt de 3 millions d'euros pour financer des équipements industriels, notamment sur notre seconde unité de production qui sera basée en Vendée. Je vais vous poser une question indiscrète, mais est-ce que la Banque Postale était votre établissement bancaire avant ce financement ? Non, la Banque Postale n'était pas en fait notre. Donc ça n'était pas biaisé. Non. Ils nous ont approchés en fait pour nous proposer, je dirais, ce financement vert. Et nous sommes aujourd'hui en fait le premier prêt vert de France au sein de la Banque Postale. Ouais. Adrien. Je crois que c'est typiquement effectivement ce genre d'exemple qu'on a envie de mettre en lumière, et c'est ça pour nous, accompagner nos clients dans la transition, c'est-à-dire que le développement de cette technologie a nécessité de la R&D, et en fait voilà, le secteur du ciment est un secteur fortement émissif, mais il est inscrit dans cette transition environnementale, et c'est ça qu'on veut soutenir. Comment ça fonctionne un prêt vert ? Un prêt vert, donc c'est un prêt avec un certain nombre de critères d'éligibilité en fonction en particulier de la taxonomie européenne, qui est cette nouvelle réglementation qui délimite les activités qui sont considérées comme vertes. Et donc en fonction du type de projet que vous financez, il est éligible à un prêt vert ou non. Est-ce que c'est contraignant par rapport par exemple à un prêt à impact qui lui a des objectifs précis, mesurables ? Alors, un prêt vert est dédié à un projet en particulier. Un crédit à impact peut être plus général. Dans le crédit impact, en revanche, c'est le taux qui est indexé à un certain nombre d'indicateurs d'impact, de réussite. Donc, taux qui est revu à la hausse ou à la baisse. Jean-Hervé, c'est l'avenir de la finance, ces prêts qui sont très orientés transition ? Moi, je pense, je crois que, en gros, le monde va suivre une trajectoire économique déterminée par 3 transitions. En numéro 1, la transition écologique, la deuxième, c'est la transition transition sociale, c'est la manière dont les gens travaillent. Et honnêtement, on ne sait pas bien comment tout ça va se passer. Et puis, il y a la transition technologique sur le numérique, etc. Et je trouve que si le système, la finance, peut-être un peu au-delà des mots, je vous l'ai dit sur ESG, qui est quand même, c'est un peu, c'est catéchisme. Prononcer greenwashing, on va en parler après. Voilà. Si on arrive à concentrer, et notamment dans notre pays, l'idée qu'on aide à cette transition qui, quand même, va être
déterminante pour les 20-30 ans. Bon, je ne serai plus là, mais je serai... Regardez Michel Drucker. Si la transition sociale se porte bien, y compris celle de la santé, on ne sait jamais. Mais tout ça pour dire que ça peut nous donner une avance incroyable. Moi, je ne savais pas qu'il y avait ces ciments décarbonés. Je trouve que c'est top. On cherche partout de l'innovation. Entre nous, on entend dire tous les jours que Google progresse, c'est très bien, mais se dire que... Il n'y a pas que le numérique, il y a aussi l'industrie française. Et ça, c'est formidable. Compliment du président du Cercle des économistes. Vous avez eu des difficultés pour avoir votre premier financement. Est-ce que maintenant, c'est plus facile ? Alors c'est plus facile depuis notre introduction en bourse. On a levé environ 75 millions d'euros fin 2019. On a une valorisation boursière aux alentours des 380 millions d'euros. On est financé, où les investisseurs qui ont participé à l'introduction en bourse sont des fonds d'investissement en fait avec des critères ESG assez développés. Donc on doit aussi nous répondre à un certain nombre de critères en interne avec nos ciments, mais aussi au niveau de la gouvernance, au niveau de nos collaborateurs. Tous les collaborateurs, par exemple d'Hoffmann Green, sont actionnaires de la société Hoffmann. Adrienne, Jean-Hervé a souligné un point intéressant, le greenwashing. Vous avez décidé de montrer l'exemple par rapport aux entreprises que vous accompagnez. Vous êtes engagé dans une démarche responsable. Expliquez-nous. Oui, c'est essentiel, effectivement, encore une fois, en tant que banque, de montrer l'exemple. Donc, en tant que banque, on a deux leviers. On a le levier sur notre périmètre direct. Et donc, la Banque Postale est neutre en carbone depuis 2018 sur son périmètre opérationnel. Son périmètre opérationnel, pour une banque, c'est réduire, en fait, les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à son activité directe, comme l'utilisation de l'énergie ou les déplacements domicile-travail de ses salariés. Depuis 2018. Mais c'est un impact qui, finalement, est relativement limité. On est autour de 55 000 tonnes de CO2. En revanche, l'empreinte carbone des entreprises que l'on finance, qu'on appelle donc le Scope 3, est lui 1000 fois plus important. Et là, sur cet impact-là, on s'est engagé dans une trajectoire validée donc par le Science Based Target, qui est l'organisme officiel de validation des trajectoires scientifiques et qui nous donne une trajectoire jusqu'à 2030 avec des étapes intermédiaires très claires sur la façon dont notre portefeuille de financement doit se décarboner. J'ai lu que vous souhaitiez devenir une entreprise à mission. C'est d'actualité ? Oui, absolument. On va l'être en début de l'année 2022. C'est extrêmement structurant, le statut d'entreprise à mission, puisque c'est à la fois ancrer notre ADN citoyen, mais aussi nous projeter dans l'avenir et utiliser notre mission comme un filtre stratégique à notre future activité. Dans les faits, ça veut dire adopter une raison d'être et des objectifs qui sont inscrits dans les statuts de l'entreprise. Donc, il y a un impact sur la gouvernance extrêmement important. Et je crois qu'effectivement, dans l'environnement de greenwashing, les entreprises qui sont entreprises à mission, qui sont par ailleurs surveillées par un comité de mission, montrent que l'impact environnemental et social qu'elles souhaitent avoir est vraiment au cœur de leur stratégie et de leur gouvernance. C'est assez rare une entreprise à mission dans le secteur financier. Comment vous regardent vos pairs, les autres établissements ? Effectivement, c'est assez rare. On en dénote encore un petit peu pour le moment. On souhaite vraiment, nous, s'inscrire dans cette dimension de pionnier et de partage en fait de bonnes pratiques au sein du secteur financier via le statut d'entreprise à mission et via aussi notre stratégie de décarbonation. Ça crédibilise votre démarche en tant qu'investisseur, en tant que financeur ? Oui, absolument. C'est un impact fort, bien sûr, pour nos clients qui voient en fait la cohérence de notre approche à la fois en interne et vis-à-vis d'eux. Jean-Hervé, si on nous avait dit il y a quelques années que la finance allait devenir entreprise à mission, on l'aurait jamais cru. Oui, non, enfin je dis... Il y a un énorme progrès qui a été fait. Et là encore, vous le soulignez, la Banque Postale, ce n'est pas un acteur bancaire classique. Non, ce n'est pas un acteur bancaire. Ça se repose d'abord sur un réseau. C'est très important d'arriver à s'implanter dans la réalité. C'est pour ça que je suis toujours un peu... je vais dire, distancié par rapport à cette idée qu'on associe environnemental, formidable, social, formidable, et G-gouvernance, c'est formidable, mais tout ce qui est la technologie, en réalité, est compliqué, parce que, ça distancie, franchement, on peut raconter tout ce qu'on veut, mais distancier les êtres humains les uns des autres, ça facilite pas les choses. Et deuxième aspect, c'est quand même assez souvent contradictoire avec l'environnemental. La blockchain, dont on parle beaucoup, à juste titre, si vous voyez vraiment la blockchain se développer, vous verriez à ce moment-là qu'on s'apercevrait du réchauffement et des émissions de carbone, mais absolument hallucinantes. Donc tout ça est un peu plus compliqué, et je trouve que c'est
vraiment une très bonne illustration de pouvoir montrer que, au fond, un secteur qui est assez éloigné au départ, qui est le secteur financier, peut tracer la route vers quelque chose de cohérent. Julien Blanchard, ça vous rassure que votre financeur soit engagé dans une démarche comme celle-ci, devenir entreprise à mission? Ça me rassure parce qu'on en a besoin. Vous parlez le même langage du coup? Vous parlez le même langage? Oui, alors on parle le même langage, on en a besoin. On en a besoin en fait. L'industrie française, les jeunes entreprises industrielles françaises en fait en ont besoin si elles veulent s'inscrire en fait dans cette transition écologique et environnementale comme le fait Hoffmann Green Cement. C'est important que maintenant le monde financier aussi agisse en fait pour cette transition. Il y a toujours des intérêts en fait du monde financier pour qu'il agisse également dans cette transition écologique, mais c'est essentiel parce que on est dans l'industrie. L'industrie en fait nécessite des capitaux, nécessite en fait des investissements assez lourds, et donc on doit être accompagné. On doit être accompagné. Il faut qu'on le fasse maintenant pour les prochaines générations. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus en plateau, participer à cette émission. Julien Blanchard, président d'Hoffmann Green, donc spécialisé dans la fabrication de ciment décarboné. Jean-Hervé Lorenzi, on vous présente plus, j'ai envie de dire, invité régulier sur cette antenne, économiste bien sûr, président du Cercle des économistes et organisateur des rencontres d'Aix-en-Provence. Ça aussi, c'est tous les ans votre grande actualité. Et puis Adrienne, merci beaucoup. Adrienne Aurel-Pagès, directrice de l'engagement citoyen à la Banque Postale. Merci de nous aider à tenir ou à tenter de rattraper la trajectoire de l'accord de Paris. À bientôt pour un nouveau hors-série sur BFM Business. Hors-série, les dossiers BFM Business.